j'adore faire passer des messages. Mais ça, c'est depuis le début. J'étais dans l'open source, j'ai écrit plusieurs bouquins, je suis venu dans l'éducation. Il y a un moment, tu vois, c'est dans mon ADN, il y a un truc qui fait que j'aime partager et que je trouve ça génial de partager et d'aider les gens, quoi. T'en as une partie, ils en ont rien à foutre, ils prennent leur pognon, ils se barrent, ils profitent pour eux. Mais finalement, c'est pas tant que ça. Et il y a quand même énormément d'entrepreneurs qui sont intéressés par le give back, le fait de rendre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a plein de monde il y a plein de gens qui t'ont aidé. Et ben là, tu vas toi aussi aider les autres. Et je vois plein d'entrepreneurs à succès qui réinvestissent, qui prennent du temps pour les autres. Et ce côté un peu cercle vertueux, je le trouve génial en France. Et ça m'inspire beaucoup. Et qui sont entre 2 et 300 000 euros. Enfin, c'est des salaires. Enfin, quand tu maîtrises bien la tech et bien le business, tu deviens une licorne, quoi. T'es chassé par tout le monde. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition énergétique. Dans ce 7e épisode, je reçois Cyril Pierre Degeyer, CEO et cofondateur de Rocket School, un réseau d'écoles à travers toute la France qui a pour objectif de former les commerciaux digitaux de demain. Ce qui m'a le plus frappé avec Cyril, au-delà de la facilité avec laquelle j'ai pu le contacter sur LinkedIn, c'est le nombre de vies incalculables qu'il a eu. Si vous lui demandez, il a eu que 3 vies. Ingénieur, professeur, écrivain. Mais en fait, si vous écoutez son parcours, c'est absolument incroyable tout ce qu'il a pu faire. Bref, à travers ces mots et nos échanges, on ressent carrément la passion et l'attachement qu'il a gardé pour la formation d'ingénieurs et les métiers techniques. En combinant savoir-faire et un brin de connaissances commerciales, Cyril voit dans ce cursus une voie royale pour l'entrepreneuriat ou le freelancing avec une possibilité de valorisation financière maximale de ses compétences. On va parler dans cet épisode de la chance d'avoir un écosystème numérique aussi dynamique en France en 2021, de ce qu'est la vente digitale et la définition du gros hacking. Personnellement, j'y connaissais pas grand-chose sur ce sujet et j'ai beaucoup appris. Et bien sûr, il nous parlera de la mission première de Rocket School, réduire le chômage en formant des commerciaux de pointe. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, comme d'habitude, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, à laisser un commentaire. Je lirai une sélection de vos avis à chaque début d'épisode. Et enfin, pour recevoir des conseils sur la vente et des fiches en exclusivité, pour être informé du lancement prochain en pré-vente des bundles de formation sur la vente B2B, abonne-toi à la newsletter sur newsletter.systemsales.fr. Les abonnés à la newsletter ont le droit de me contacter par email pour me poser des questions et recevoir des conseils gratuitement. Allez, je vous laisse en compagnie de Cyril, CEO de Rocket School, dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Cyril. Bonjour Mathieu. Très heureux de t'accueillir dans cet épisode de System Sales. Cyril est le CEO et co-founder de la Rocket School et est ingénieur, diplômé d'Epitech, si je me trompe pas, tu confirmes ? Epita, mais bon, on confond Epita, souvent. pardon. Ouais, tu sais, moi, à part l'INSA, il n'y a rien qui existe. Hein. Ah bah bravo. Mais bon, c'est des bonnes écoles, c'est le principal. Bon, ouais, non, c'est ça. Cyril, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui te connaît, enfin, j'espère pour toi. Mais est-ce que tu peux quand même te présenter à nos auditeurs ? Ouais, bon, on peut faire la version courte sur ce que je fais aujourd'hui, puis on pourra parler du reste après. Moi, aujourd'hui, j'ai créé une école, ou même plusieurs écoles, mais la plus connue, c'est Rocket School. C'est une école en fait qui forme sur des métiers qui sont fortement en tension en France, où c'est dur de recruter. C'est les métiers du commerce et du marketing. Mais pas les métiers du commerce et du marketing à la Loup de Wall Street ou Jean-Claude Convenant, les métiers du commerce et du marketing façon start-up, donc tels qu'ils sont opérés aujourd'hui dans les plus belles startups des États-Unis et des startups françaises. D'accord. Et à quel moment ça t'est venu cette idée justement de répondre à ce besoin ? En fait, voilà, du coup, tu me lances sur la version longue, mais je vais la faire rapidement. Mais moi, j'ai eu 3 vies. En fait, quand on est ingénieur, ce qui est génial, c'est que derrière, on peut tout faire et on peut vendre du jus de cerveau, ce que j'appelle du jus de cerveau, c'est-à-dire ses propres compétences. Donc, on n'est pas obligé d'aller lever 300 millions d'euros ou
j'exagère, mais 50 000 balles ou 100 000 balles pour créer un site web, pour créer une application. On est capable de le faire tout seul. Donc, dans ma première vie pro, j'ai créé et j'ai revendu plusieurs boîtes qui faisaient du conseil en informatique, du développement informatique et de la formation informatique. Donc, de 20 à 30 ans, après Epita, je me suis éclaté à faire ça. Et en fait, à 30 ans, j'ai revendu ma boîte qui s'appelait Anaska, qui faisait de la formation informatique spécialisée en logiciels libres, donc Linux, MySQL, PHP, etc., etc. J'avais écrit d'ailleurs plusieurs livres sur PHP. Et j'ai vendu cette boîte au groupe Econocom, donc à Alterway du groupe Econocom. Ce qui fait que finalement, j'ai eu moins besoin de travailler, voire plus du tout. En tout cas, à 30 ans, je pensais que j'avais plus besoin de travailler financièrement. Et donc, je suis parti faire un tour du monde. En vrai, au bout de 3 mois, je me suis un peu emmerdé. Et je suis rentré en France en me disant, je vais reprendre un autre job, mais un job qui a beaucoup plus de sens. Et je voulais aller vers l'éducation. Donc c'était en 2011. Et je voulais créer une école, un peu comme le wagon aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque. Et en fait, je m'apprêtais à lancer ça et j'ai été contacté par Nicolas Sadirac, que peut-être certains ingénieurs connaîtront, qui était un des fondateurs d'Epita et qui était le patron d'Epitech. Et quand il m'a contacté, il m'a dit, Cyril, on est 2000 sur Epitech, il y a des tonnes de trucs à faire pour les ingénieurs, pour les techs, enfin, pas des ingénieurs, des techs. J'ai besoin d'un bras droit pour m'aider à pousser tout ça. Du coup, j'ai un peu hésité. Je me suis dit, est-ce que je fais ma petite école avec un petit impact, ou est-ce que je le rejoins, qu'on va sur Epitech et enfin, avec plein d'opportunités. Puis, comme j'avais pas vraiment besoin, mon sujet n'était pas financier, je me suis dit, bon, je vais rejoindre Nicolas, qui est vachement inspirant d'ailleurs, Nicolas Sadirac. Et c'est ce que j'ai fait. C'était génial. On a ouvert plein de portes, on a fait bosser des Epitech avec des HEC, avec des designers pendant un mois sur un format piscine, un format bootcamp. Ils ont adoré. On a développé plein d'autres partenariats avec HEC, ce qui m'a d'ailleurs amené à devenir professeur affilié à HEC, ce que je suis toujours. Et ça, je l'ai fait pendant 10 ans, j'ai adoré. Mais il y a 4 ans, je me suis fait ma petite crise de la quarantaine et je me suis dit, j'adore Epitech, j'adore HEC, mais c'est des écoles qui sont finalement assez chères et qui sont du coup pas ouvertes à tous, ou de toute façon plus compliquées, parfois pas que financiers, hein, c'était dans la tête pour certains candidats. Et donc, je me suis dit, je vais créer des écoles qui soient comme elles, d'excellence, et qui en plus soient inclusives. Donc, c'est un peu la crise de la quarantaine, on pousse d'un étage en plus vers l'implication sociale et sociétale. Et une fois qu'on a dit ça, c'est facile, mais comment on fait? D'abord, il faut trouver un endroit où il y a des besoins de profil, un endroit où on a besoin de recruter. Et donc, j'ai identifié Rocket School. On parlera peut-être un peu plus dans le détail parce que sinon tu m'envoies sur Non, non, une mais demi-heure de ouais. monologue. Mais c'est important pour les auditeurs de resituer parce que moi, je t'ai déjà entendu intervenir sur différents podcasts, donc cette histoire, je la connais, c'est intéressant, mais je pense que c'était pas mal de resituer. Pourquoi Rocket School? Pourquoi le nom Rocket School? Alors, tous nos amis ingénieurs sauront qu'il faut d'abord avoir un nom de domaine libre. Donc, j'avais eu plein d'autres idées de noms avant, mais le nom de domaine n'était pas libre. Et Rocket School était libre, rocketschool.com. Mais au-delà de cette petite blague, il y a aussi une anecdote que j'aime bien, c'est que dans les startups, il y a un fonds qui s'appelle Rocket Internet. Et ce fonds, en fait, a vocation à hyper accélérer des startups. C'est un fonds où il y a des milliards, enfin, ils ont vraiment beaucoup d'argent. Ils prennent une idée qui marche, souvent ils font des copycats, ils prennent une idée qui marche et ils disent on va faire la même chose dans des pays où l'original n'est pas, et ils mettent beaucoup d'argent. Donc tu passes avec le meilleur en positionnement marketing, le meilleur en stratégie UX design, le meilleur en design. Enfin, tu passes dans un SaaS d'hyper accélération. Donc Rocket Internet hyper accélère des startups. Et dans l'idée de Rocket School, c'était d'hyper accélérer des humains. Donc le petit clin d'œil pour les gens qui connaissent un peu le monde startup, c'était ça. Ok, super cool. Et en plus, comme ça, tu as un emoji que tout le C'est monde ça. utilise pour dans On ton a nom. des roquettes. Et d'ailleurs, un conseil qu'on nous a donné qui nous a pas mal, enfin, qui m'a pas mal marqué, d'un designer d'une école, IARTUB, un prof qui m'a dit, écoute, tu as un nom qui est quand même assez clivant, enfin assez fort, joue-le à fond. Donc du coup, aujourd'hui, quand tu arrives sur Rocket, il y a des astronautes un peu partout. On a des mots de passe, c'est des dates de lancement de vaisseaux spéciaux. J'en dis pas trop parce que je sais qu'il pourrait y avoir des geeks par ici. Mais, voilà, on joue à fond la carte du côté un peu espace. Ok. C'est assez tendance en plus avec Elon Musk, Jeff Bezos, qui veulent tous aller faire leur petit tour dans Ouais, et puis l'espace. il y a plein de trucs, même il y a H&M qui a fait des polos NASA, des pulls NASA, enfin, et du coup il y a un peu une mode
qui est reparti là-dessus, donc c'est plutôt cool. Ça m'a permis d'acheter une cinquantaine de polos NASA chez H&M. Super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de... Tu dis que tu as fait un tour du monde. Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir la France pour réinvestir ton temps et ton énergie, justement? C'était Alors le truc déjà qui est marrant, c'est qu'en fait, souvent, on entend des entrepreneurs dire, bah, écoute, moi, je vais vendre ma boîte, j'en ai marre, c'est trop de speed, je vendrai ma boîte, je m'achèterai une île déserte, j'arrêterai tout. Et du coup, en vrai, un entrepreneur, il peut pas. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui court, qui aime bien courir, qui aime bien être dans l'action. Et moi, je me suis dit à 30 ans, bah tiens, j'ai plus besoin de travailler financièrement, je vais faire le tour du monde. Et juste, je me suis rendu compte que le modèle contemplatif ne m'allait pas du tout. Donc je suis revenu en France parce que c'est un pays que j'adore. Je pense qu'en France, il y a plein d'opportunités. Bah, c'est aussi là où j'ai ma famille. Et je pense aussi que c'est vachement important. Et j'ai eu envie vraiment d'avoir plus d'impact, plus de sens. Tu Et sens qu'il y mine a de une rien, Vas-y, ouais, excuse-moi. bah, mine de rien, c'est un truc qui m'étonne beaucoup. Enfin, pas qui m'étonne, mais que je trouve génial, c'est que dans les entrepreneurs à succès, et j'en connais plein, t'en as une partie, ils en ont rien à foutre, ils prennent leur pognon, ils se barrent, ils profitent pour eux. Mais finalement, c'est pas tant que ça. Et il y a quand même énormément d'entrepreneurs qui sont intéressés par le give back, le fait de rendre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a plein de monde il y a plein de gens qui t'ont aidé. Et ben là, tu vas toi aussi aider les autres. Et je vois plein d'entrepreneurs à succès qui réinvestissent, qui prennent du temps pour les autres. Et ce côté un peu cercle vertueux, euh, je trouve génial en France. Et ça m'inspire Ouais. beaucoup. Et est-ce que tu sens qu'il y a de l'attraction en France en ce moment sur justement sur la création d'entreprises, le digital, et que c'est devenu plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années? Alors, clairement, clairement aujourd'hui, c'est très tendance de créer sa startup. C'est très tendance de créer sa boîte. Et il y a plusieurs effets qui font que ça marche bien. Le premier, c'est en France, on a la chance d'avoir un super business angel qui s'appelle Pôle emploi. Et mine de rien, c'est génial parce que c'est-à-dire que quand tu te lances, tu peux être au chômage et tu peux toucher tes ARE, tu peux toucher un petit peu d'argent pendant 2 ans. Et ça, c'est top parce que ça te permet d'avoir le temps de lancer ton projet, le temps de mettre un peu d'argent en banque, le temps de payer tes fournisseurs, de faire ton fonds de roulement. Donc ça, déjà, c'est génial. On a une chance extraordinaire. Et il y a un autre truc, mais qui est plus pour les techs, qui est vachement intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a de plus en plus de freelance. Et quand tu es dev, quand tu es informaticien, ingénieur, tu peux facilement te mettre à ton compte. Si tu sais faire quelque chose de productif, hein. Euh, et en te mettant à ton compte, tu vas bosser 5, 10, 15 jours par mois avec des tarifs journaliers qui sont entre 300 et 700 balles par jour. Donc en vrai, en bossant 10, 15 jours par mois, tu vas avoir un salaire plus que confortable et en plus, tu pourras bosser d'où tu veux. Potentiellement, Ouais. tu peux bosser en France, tu peux bosser à l'étranger et, euh, et donc choisir encore plus ta vie. Ouais, c'est fou. Mais justement, le fait qu'il y ait tu parlais de support Pôle emploi, d'ARE, etc., d'avoir un espèce de matelas, ce qui est bien, ce qui libère un petit peu les énergies. Est-ce que c'est pas un frein à la réussite, justement? Est-ce que c'est pas, tu vois, comme on dit, à un moment donné, il faut savoir brûler ses bateaux et puis pas avoir de plan B, de possibilité de regarder en arrière? Bah, ouais, oui et non. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui vont être un peu plus à la cool, mais c'est tellement compliqué. Aujourd'hui, entre le moment où supposons que je suis spécialisé on va dire Angular, une technologie web. Je me mets à mon compte. Le temps que je trouve mon premier client, bon, là-dessus, ça va pas être trop compliqué, mais disons que ça va mettre un mois. Ensuite, je vais bosser pour lui pendant un mois. Je vais lui faire 10 jours, puis je vais lui faire ma facture de 10 jours à 500 balles, je vais faire une facture de 5000 euros, plus la TVA. Euh, Ces 5000 euros, il me les paye à 30 ou 60 jours, c'est-à-dire qu'il va potentiellement me payer 2 mois après, c'est-à-dire que j'ai 4 mois où j'ai rien pour bouffer. Où j'ai, où- et en fait, c'est quand même assez dur. Et le fait d'avoir Pôle emploi, je trouve que ça aide énormément. Et bon, ensuite, faut pas penser que ça durera éternellement, mais ça t'aide à te lancer. Ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi la recette de Cyril pour réussir en tant qu'entrepreneur? Alors, en tant qu'entrepreneur ingénieur, Ouais, je trouve que c'est un peu spécifique et il y a un truc qui est très bien, c'est que c'est qu'on est productif. Donc, en tant qu'ingénieur, tu vas être capable de vendre ton cerveau, de vendre des trucs que tu vas développer toi, que tu vas faire toi. Et rien que ça, c'est super intéressant parce que tu vas pouvoir te commencer en vendant
ton jus de cerveau en vendant tes prestations à des clients. Et une fois que tu as mis un peu d'argent de côté, bah, tu vas développer des side projects. Tu peux développer un projet, un logiciel. Et ce qui est bien, c'est que tu es productif, donc tu le développes toi. Et donc d'un côté, tu gagnes de l'argent pour survivre et tu en gagnes un petit peu du coup pour que tu peux injecter dans ton projet. Donc mon conseil pour quelqu'un qui est ingénieur, qui aura envie de se lancer, c'est de commencer en se vendant lui en tant que force de travail pour quelqu'un d'autre sur les technos, les outils qu'il connaît bien, de faire ça au début full time pendant 2-3 mois, comme ça tu mets de l'argent de côté. Ensuite, si possible, de passer à une dizaine de jours par mois. Et là, de profiter des 10 autres jours par mois, plus des 10 jours de soirée, week-end, etc., pour développer ton side project, pour développer un vrai logiciel qui peut-être un jour te permettra de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Ok. Et Donc ça, premier conseil. ouais. Ensuite, conseil un peu plus large, mais c'est plutôt les conseils qu'on va donner à HEC, c'est de se spécialiser. En fait, quand tu commences et que tu es seul et que tu es petit, ça sert à rien de dire, écoute, même je suis un développeur, ouais, je suis un développeur, je fais tout. Je fais de l'Angular, je fais du front, je fais du back, je fais du React et compagnie. Non, tu te spécialises sur un sujet. Tu vas dire, je fais de l'Angular, ensuite tu vas faire de l'Angular pour du e-commerce. Et là, en fait, du coup, tu vas te retrouver en concurrence avec assez peu de monde. Et donc, tu vas pouvoir facilement te positionner comme un expert. Et On donc, retrouve le principe de nichage comme dans le c'est ça. marketing, quoi. Ouais. En fait, c'est un conseil marketing, ça. Hein. Tu Ouais. choisis une niche où il n'y a pas trop de monde. Là, tu vas te faire ta place, tu vas être reconnu. En plus, tes tarifs journaliers sont plus élevés parce que tu as un expert sur un truc très précis. Et du coup, une fois que tu es bon là-dedans, tu vas élargir ta niche. Au début, tu étais sur de l'Angular pour du e-commerce. Ensuite, tu vas dire, bah, je suis sur de l'Angular, sur du CMS et du e-commerce. Et ensuite, tu élargis. Et au fil de l'eau, ça va te permettre du coup de prendre ta position sur le marché. Ok, c'est clair. Mais je reviens un petit peu à ma question. C'est quoi les qualités? Je te parle pas de tes qualités intrinsèques. À toi, Cyril, après, tu peux nous dire quelles sont. Ouais, ouais, tiens, dis-nous un peu, toi, tes qualités personnelles qui ont fait que tu as été quelqu'un qui réussit dans ce qu'il entreprend. Voilà, alors j'ai souvent raté aussi, hein, mais on le voit moins. Ah, mais c'est intéressant de le lire. Et j'ai appris à chaque fois en ratant. Mais alors, en fait, de mon point de vue, tu as deux types de profils entrepreneurs. Tu as des profils entrepreneurs qui seraient plutôt des gens qui viennent du monde productif, donc ça peut être ingénieur, mais ça peut être designer, enfin des gens qui sont capables de produire. Et tu as des profils qui vont sortir d'HEC, qui sont des cerveaux, qui sont capables de structurer, etc. Les gens productifs, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont pouvoir se vendre eux dans un premier temps. Donc créer des sociétés de services, pourquoi pas, pour ensuite rebondir et créer du logiciel. Mais ils peuvent juste rester sur du service. Euh, et ensuite, alors que les profils plus type HEC, eux, ils vont avoir besoin de lever de l'argent pour lancer leur projet parce qu'ils ne sont pas capables de les créer eux-mêmes, en tout cas à minima. Et donc, du coup, les qualités qu'il faut derrière, une fois que tu as ça, enfin, faut savoir tout faire en fait. C'est ça le propre de l'entrepreneur, c'est qu'il sait tout faire. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de rentrer dans un bout de code, je suis capable de le faire. J'ai besoin de faire un petit peu de comptage, je suis capable de la faire. Faut être un peu touche à tout. Faut pas avoir peur de se remonter les manches. Faut aussi être commercial, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre pour te vendre. Faut tout faire. Donc, faut être à l'aise avec enfin, faut pas avoir besoin de sécurité de l'emploi, par exemple. Faut être à l'aise avec l'incertitude. Faut être à l'aise avec le fait de peut-être se retrouver sans rien du tout dans 3 mois. En fait, il y a un gros, pas forcément goût du risque, mais non peur du risque, de pas avoir trop peur du risque et toucher à tout. Et par rapport à la prise de décision, justement, au fait d'avancer et d'accepter l'échec. L'échec, alors le mieux, c'est de pas l'avoir à sa première expérience entrepreneuriale parce que sinon ça risque de décevoir un petit peu. D'où l'importance de choisir le bon segment, le bon endroit où tu vas. Je vois trop souvent des gens se lancer sur un business où en fait il n'y a pas de, enfin, il y a pas de business model où c'est très compliqué. Première boîte, mon conseil, c'est prenez un truc qui soit le plus simple possible. Hein, et je reviens sur mon conseil de se vendre en tant que productif. Vendez-vous. Déjà, ça vous permet de gagner un peu d'argent, de vous entraîner et derrière, vraiment trouver un endroit qui réponde vraiment à un besoin utilisateur, mais à un besoin d'utilisateurs qui sont prêts à payer. Donc, bien identifier où aller. Ouais, ce qu'on appelle un problème bien, bien dur.
qui C'est fait ça, bien mal. ou les pain points, voilà, le truc qui Ouais, t'empêche de dormir. Et pour Rocket School, le pain point, c'est qu'en face de moi, j'avais plein de CEO, plein d'entreprises qui avaient du mal à trouver des bons commerciaux et des bons en marketing, mais pas en commercial vieille école ou en marketing classique où c'est bullshit, je sais rien faire, mais je te donne les grandes lignes, des cols bleus, des gens qui sont capables d'aller sur le terrain, qui sont capables de produire. c'est clair. On va y arriver. Comment tu as appris à vendre, toi, justement? Tu nous dis, il faut savoir se vendre, il faut savoir vendre. Ça a l'air d'être une thématique qui te tient à cœur. Où tu as été puiser ton inspiration là-dessus et comment tu t'es formé? Je ne suis pas vraiment formé. En fait, ce que je pense, c'est que qu'un bon vendeur mange sa soupe. Donc, tu peux pas vendre quelque chose que tu n'aimes pas. Et moi, en fait, je j'ai pas l'impression de vendre parce qu'en fait, j'ai l'impression de rendre service. Et j'ai l'impression sur Rocket School, je rends service à des CEO, à des head of sales, à des directeurs commerciaux, à des directeurs marketing qui galèrent à trouver des profils qui sont opérationnels. Donc, quand je les appelle pas pour les arnaquer, je les appelle parce que je pense que je peux les aider. Et du coup, quand tu es persuadé que tu peux aider quelqu'un, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple d'être persuasif. Et on a un influenceur, enfin, il y a un influenceur dans la vente, Michael Aguillard, il est assez marrant. Il y a une de ses conférences, j'adore. Il est sur sa conf, il est devant 2000, 3000 personnes, enfin, il est vraiment connu. Il fait monter, il dit, est-ce que quelqu'un a 10 euros dans la salle? Il y a quelqu'un qui monte sur scène et il lui dit, écoutez, j'ai cette boîte là, je suis sûr, je vous jure que ça va vous faire gagner et que vous allez être heureuse. Je vous la vends 10 euros. Je vous la vends 10 euros, mais après, vous pouvez pas la. En fait, il parle un peu du projet et du produit et il la vend. Enfin, il a vraiment. Tu sens qu'il est persuadé que la personne en face va gagner quelque chose. La personne, elle n'est pas à l'aise. Puis à un moment, il y a 3000 personnes qui regardent. Elle lui file le billet de 10, quoi. Et elle l'ouvre et il y a quoi dedans? Il y a un billet de 20 euros. Et du coup, Michael, le conférencier, quand il lui dit prenez-la, je suis persuadé que vous allez gagner, en fait, il sait, il est persuadé que son produit va aider cette personne. Et donc, il n'a pas peur, limite, de lui tordre le bras pour lui dire mais prends-le, achète-le, ça va t'aider, ça va te changer la vie. Et pour moi, la clé de la réussite dans la vente, c'est d'être tellement persuadé que ton produit, ton service va aider les gens et de bonne qualité, de bonne facture, qu'en fait, c'est pas une vente que tu fais, c'est tu aides des gens. Ouais, c'est clair. Ton histoire, elle me fait juste penser aussi, ça peut-être rien à voir, mais ça me fait penser aussi, bah, plus tu investis sur toi-même et plus tu as un return on investment qui va être important. Là, parce que là, bon, ça n'a rien à voir avec ton histoire, mais il lui donne 10 euros et il récupère 20. Tu investis sur toi-même 10, tu récupères 20. Bon, là, c'était pas la morale de ton histoire, mais Non, ça mais, m'a fait. mais Ça m'a... c'est pareil, et tu as complètement raison. Moi, quand je fais l'offboarding de mes étudiants, donc quand ils partent, ils finissent, je leur dis, vous avez deux possibilités dans la vie en fait. Vous avez envie d'aller très loin, vous avez envie de très bien gagner votre vie, vous avez envie de choisir ce que vous allez faire. Eh ben, il n'y a pas de mystère, faut bosser. Faut bosser, faut être à fond, faut être ultra impliqué, c'est du matin au soir, c'est pas les 39 heures, ça n'existe pas, les 35 heures encore moins, mais faites-le et éclatez-vous. Mais je leur dis aussi, c'est pas une obligation dans la vie. On a le droit aussi d'avoir un job tranquille à 35, 39 heures, d'avoir des passions à côté, d'être bon dans son job. Mais si on veut réussir, ben, on investit sur soi-même. On se forme, on se challenge, on se met des objectifs. Et là, on peut y arriver, quoi. Et je rajoute que les passions en dehors, c'est de l'investissement sur toi-même aussi. Carrément, mais Ouais, bien entendu. ouais. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Tu peux apprendre plein d'autres sujets à côté, quoi. Et je reviens sur la roquette et justement qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'est-ce qui explique qu'en France on ait un tel déficit justement sur la formation des vendeurs. Alors toi, tu as pris un créneau très technique, tu peux peut-être nous en dire un mot après, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que nos ingénieurs soient si brillants, mais ne soient pas formés, et pourtant ça demande pas des années pour expliquer les bases de la vente à quelqu'un. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui on ne prenne pas le temps de former nos ingénieurs brillantissimes techniquement aux bases de la vente parce que voilà, déjà certains d'entre eux sont destinés à devenir entrepreneurs, à se vendre soi-même, comme tu disais. D'autres sont destinés à des métiers de technico-commercial qui sont hyper prisés et ils ne le savent même pas qu'ils ont ce débouché-là possible.
Comment ça se fait qu'on a une telle lacune comme ça dans nos formations aujourd'hui? Bah, le truc, c'est on s'était posé la question typiquement sur Epitech de rajouter ça sur les cursus de cinquième année, mettre plus de management, etc. Et en fait, on en a parlé à nos étudiants, non, ils n'en voulaient pas. Ils n'avaient pas envie de se former sur ces sujets-là, ou en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup qui s'en rendaient compte. Et comme tu le dis justement, il y a un des trucs qui est très sympa quand tu es ingénieur, c'est quand tu peux aller vers des métiers technico-commercial. Et ce qui est top, c'est un peu le rôle que j'avais avec mon associé sur la première structure que j'avais créée, c'est que en fait, moi, j'allais voir des clients qui avaient des problématiques. Et en fait, ils m'expliquaient leurs problématiques et moi, je la transformais en un début de possibilités techniques. Donc, mais je faisais pas directement de la vente, mais j'accompagnais en fait un vendeur pour comprendre la problématique client, mettre des solutions en face et avoir une idée de chiffrage. Donc là, tu arrives sur un métier où tu es un peu t'es entre de la vente et du tech. Tout à fait, Et, ouais. et les doubles compétences, mais c'est une tuerie. Si tu maîtrises les deux, moi j'ai des anciens d'Epita qui bossent chez Salesforce, donc une grosse boîte américaine de CRM, et qui sont entre 2 et 300 000 euros. Enfin, c'est des salaires. Enfin, quand tu maîtrises bien la tech et bien le business, tu deviens une licorne, quoi. Tu es chassé par tout le monde. Ah bah non, mais moi, c'est mon cursus professionnel, hein. En 15 ans, c'est ce que j'ai fait. Je me suis orienté dans le service, ensuite dans l'application engineering, et après, project development. J'aurais bien aimé toucher 200 ou 300 000 euros, mais grosso modo, c'est ce qui m'a permis, moi, de me sortir un peu de la torpeur du back-office et d'aller m'éclater dans le boulot d'ingé en mixant avec du commercial. Par contre, voilà, bah, j'ai dû me former, j'ai dû apprendre sur le tas Il y a et des c'est formations pro hein, après, ouais. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es client, en fait, quand tu as un besoin, si tu es en face de toi, tu as quelqu'un, un commercial ou tu as quelqu'un qui connaît pas ton métier, ça te fait horriblement chier. Tu as l'impression d'avoir un vendeur de tapis, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que les métiers de la tech sont quand même assez durs, tu vois, comprendre une architecture. Donc, conseiller un client, quelqu'un qu'on n'a jamais fait, c'est très dur. Donc, pour nous, tech, on a un virage où le mec qui vient d'HEC, il aura beaucoup de mal à venir sur ce profil-là parce que c'est quand même assez dur de comprendre les fondements de la tech. Nous, on vient de la tech, apprendre la partie commerce est quand même Plus beaucoup simple. plus facile. Donc, Ouais, il y a une tout à vraie fait. opportunité. Et on sait que pour gagner des gros projets complexes, enfin après même peut-être des plus petits projets dans le digital, je suis pas un grand spécialiste, moi je viens de l'industrie, mais pour gagner des gros projets complexes, plus tu interviens en amont en tant que consultant avec le client, et plus tu augmentes ta probabilité de closer le deal fortement. Mm. Bah, plus tu comprends la problématique du Ouais, client, plus tu es, plus t'es à l'aise. Bon, ensuite, ce qui est chiant dans les gros projets industriels, c'est que souvent, c'est des cycles en V. Enfin, tu as un énorme cahier des charges. Ce qui est cool dans le numérique, c'est que tu as beaucoup d'itératifs, un petit peu les, ouais. les méthodes agiles, et que je trouve que c'est vachement intéressant de partir du principe que tu peux pas, dès le début, comprendre toutes les problématiques du client et qu'on va le construire ensemble. Mais bon, on va rentrer dans un autre débat là, mais Non, mais je découvrirai ça bientôt, ouais. On va pas rentrer là, c'est pas le sujet de la discussion. Et du coup, toi sur la roquette, ton créneau, c'est quoi alors justement? alors, globalement, en France, on a plein d'ingénieurs, on a plein de tech, et depuis une quinzaine d'années, il y en a de plus en plus, et c'est très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a structuré un écosystème qui crée de plus en plus de licornes, pas que des licornes, des champions, des apps, des systèmes qui marchent et qui sont grandement basés sur le numérique. Le problème, entre guillemets, c'est qu'une fois qu'on a un bon outil, bah, il va falloir le vendre. Et autant, comme tu l'as dit, nos ingénieurs français sont réputés dans le monde entier pour leur excellence, autant quand tu penses à des commerciaux, tu vas plutôt penser à nos amis américains. Et quand tu regardes en France, il n'y a clairement pas d'école de vente. Il y a une école, enfin si, il y en a une avant qu'on arrive, qui s'appelle Euridis, qui est une école c'est bien qu'elle soit là, qui fait le job. Parfois, en tout cas à l'époque, un peu old school dans sa façon de faire, mais ils sont en train d'évoluer et c'est tant mieux. Mais tu n'en as qu'une. Et sinon, tu as des BTS, BTS, NRC, MUC, enfin des BTS où en gros ils font que de la théorie. Donc tu as des jeunes de 18 ans ou enfin 20 ans qui sortent, qui ont fait 2 ans de théorie sur la vente, bah, ils arrivent, ils savent rien faire. Et en plus, autre point à prendre en compte, depuis 10 ans, le métier a complètement changé. Pourquoi? Le loup de Wall Street, ça ne peut plus exister. Pour une raison toute bête, c'est qu'aujourd'hui, si je t'arnaque, je te vends un truc, Mathieu, où tu n'es pas content, tu vas faire quoi? Bah, tu vas aller mettre un avis Ouais, Google, tu vas aller me dégommer sur les réseaux sociaux. Donc carrément. si j'arnaque une fois, ça va. Si mon métier, c'est d'arnaquer les gens, très rapidement, je vais avoir 2 sur 5.
1 sur 5. Enfin, je vais me faire dégommer sur les réseaux sociaux et je n'aurai plus de clients. Donc le métier de commercial, il n'est plus le même. Il est beaucoup plus sur le conseil, sur l'accompagnement et le suivi de ses clients. Donc ça, c'est le premier point qui a changé. Et le deuxième qui fait fortement la spécificité de Rocket School, c'est qu'en fait, nous, aujourd'hui, on forme au marketing façon startup. C'est quoi? C'est le growth hacking. C'est des profils qui sont entre le geek et le marketeur, et donc qui sont capables d'utiliser plein d'outils pour scraper des sites web, pour automatiser des actions. Ils utilisent beaucoup la data, la donnée pour analyser un tunnel de vente ou un tunnel d'une application, un tunnel de vente. Ils vont regarder à chaque étape combien on en perd, pourquoi on les perd. Et c'est data orienté data. Donc ça, c'est le growth hacker. C'est le marketeur d'aujourd'hui, le marketeur façon startup. Donc il y a un petit côté geek que tu retrouves forcément chez Rocket School, puisque je Ah, suis à la carrément, base ouais. un geek. Et, euh, et on a un autre profil, c'est le commercial chasseur. Quand en startup, on appelle SDR, donc Sales Développement Représentative. Et lui, c'est un commercial, mais il a aussi un petit côté geek. Tu vois, quand il envoie un email à un client, il va pas l'envoyer à un, il va faire un template et il va l'envoyer à 10, 50, 100. Mais un template personnalisé où pour chaque personne, il y aura un petit mot. Et ses relances, il ne va pas se mettre dans son calendrier, dans son agenda, tiens, pense dans 3 jours à faire une relance. Non, il va utiliser des logiciels qui automatiquement feront des relances. En fait, on est sur des profils qui sont un peu, voilà, c'est commercial geek. Et le troisième métier sur lequel on forme, c'est le CSM, Customer Success Manager. C'est celui qui fait l'onboarding du client. Une fois que tu as signé, il faut que quelqu'un prenne le client par la main, lui montre comment utiliser tes logiciels, lui montre comment utiliser tes outils. Et là, pareil, c'est la gestion client. Lui, il va le faire un peu en mode geek, en automatisant les choses. Nous, moi un petit peu, toi beaucoup, on sait de quoi ça parle. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les entreprises ne mesurent pas encore le potentiel de croissance que ça peut leur apporter? Je prends comme exemple ta tentative d'introduction de la roquette au Havre, euh, qui finalement, enfin, je ne sais pas où ça en On y est. arrivera un jour. Ouais, c'est clair, on croise les doigts. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu, il y avait un manque de public, un manque d'intérêt et surtout un manque de compréhension vis-à-vis des métiers dont tu es en train de nous parler. Alors oui, en fait, il y a deux écosystèmes, il y a deux écoles. Tu as les startups aujourd'hui, elles se fournissent chez nous, mais de façon ultra large. Là, on forme plus de 800 personnes par an. Et globalement, on n'est pas capable de répondre on a 3 fois plus de demandes qu'on est capable de fournir. Donc, on est ultra sollicité par des startups parce que elles ont identifié ce sujet-là. La plupart des entreprises, et c'est le cas quand on est allé au Havre, mais même au début quand je suis allé à Marseille, en fait, quand j'arrive et que je parle de SDR, quand je parle de growth hacker, enfin, c'est des gros mots, quoi. Les gens, ils comprennent pas en face. Euh, Ouais. Il y c'est a un même peu, je te quelqu'un qui parle t'a de demandé, DevOps, des il y a mots, ils même me parlent, quelqu'un qui quoi. t'a demandé, rappelle-toi, qui t'a demandé est-ce que c'est légal? Ouais, bon, ensuite, des fois, il y a des trucs qu'on peut faire, ils sont pas forcément légaux, mais c'est aux gens de décider. Nous, on dit que ça existe. Mais ouais, en fait, le truc, c'est que quand tu n'es pas au courant, parce qu'il faut aussi le temps que l'information elle se diffuse. Il y a 3 ans, non, il y a 2 ans, on a lancé notre première promotion de growth hacking. Ben, on n'avait pas beaucoup de clients. Enfin, c'était dur de les positionner. Aujourd'hui, on croule sous l'offre et on a plein d'écoles qui sont en train de lancer des programmes de growth hacking. Donc, ça nous fait sourire. C'est le temps que l'information se diffuse, il est long. On est dans des temps longs. Mais je pense que pour une boîte qui est dans un écosystème pas du tout startup, pour le coup, c'est vraiment intéressant d'aller sur ces techniques-là. Parce que quand tu as une startup en face de toi, ils ont une structure avec des growth hackers, des SDR, des CSM. Enfin, ils sont structurés de façon intelligente. Ils connaissent les meilleures façons de faire de l'acquisition client. Par contre, si en face de toi, tu as un mec qui est dans l'immobilier, qui est old school, ou tu as un mec pire qui est dans l'artisanat, dans un plombier, lui, il est dans ses méthodes d'acquisition, c'est les pages jaunes. Donc, si tu arrives et toi, tu es en mode, OK, en face de toi, ils sont tous en 2 chevaux et toi, c'est dans une Ferrari, tu vas avoir scaler 10 fois plus vite. Donc, moi, souvent, mon conseil, c'est de dire, ce que j'ai dit au Havre, j'ai dit, franchement, là, en face de vous, personne n'utilise ces techniques. Donc, formez-vous, montez en compétences, faites monter en compétences vos équipes sales, et derrière, ça va tout défoncer. Enfin, vous allez être beaucoup plus performant que les autres. Et c'est fou parce que du coup, j'ai discuté avec des entrepreneurs autour de moi qui me disaient, alors qui n'avaient pas du tout entendu parler du projet, qui n'avaient pas du tout conscience que de telles écoles existent et qu'en plus tu voulais lancer le projet WAV,
mais qui me disent je n'arrive pas à me développer parce que je manque de commerciaux, des mecs qui travaillent justement dans la tech ou des trucs comme ça et qui sont sur le bassin. Donc, Ouais. c'est juste fou, quoi. Ensuite, une des difficultés, c'est d'être visible, enfin, il y a plein de monde qui aurait besoin de ces profils-là. Et ensuite, il faut les toucher. Par quel canot est-ce qu'on les touche? Comment est-ce qu'on fait pour. C'est une des difficultés du commercial et de la vente, hein, c'est savoir te rendre visible. Mm. Et c'est ce qu'on dit souvent, hein, si tu as le meilleur produit, mais que ta boutique, elle est sur la Lune, oh, ben, personne ne va te l'acheter, quoi. Mm. Et est-ce que, à travers ta formation, donc, qui est très technique, est-ce que justement tu passes pas à côté de l'essence du métier de commercial qui reste quand même, l'humain reste au cœur de la vente, Ouais, mais ça, on leur justement. dit. En fait, alors c'est vrai que pendant alors, comment fonctionne Rocket School? On identifie des gens sur leurs soft skills, sur leur personnalité. Donc, on D'accord? identifie des gens qui ont toutes les chances de réussir dans le job. Et ensuite, on leur fait une piscine. Donc, ceux qui connaissent Epita, Epitech et 42 verront ce que c'est, mais pour les autres, c'est un bootcamp. Pendant 3 mois, c'est en mode bourrin. 9 heures du soir, ils ont des rendus tous les soirs à 23h42. Et pendant 3 mois, ils vont pratiquer le métier. Donc, on est sur de l'apprentissage Montessori, l'apprentissage par projet, le learning by doing. Et, et là, alors, bien sûr, comme on leur montre plein d'outils, ils adorent. Mais un des trucs qu'on leur redit tout le temps, c'est un commercial. Enfin, on leur pose une question, pourquoi un commercial a une bouche et deux oreilles? C'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Parce qu'un bon commercial, en vrai, comment tu fais? Je te donne un truc tout bête, tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, tu l'appelles et tu lui poses plein de questions. C'est quoi vos problèmes? Nanana. Et en fait, il va te donner plein d'informations sur comment vendre. Donc, tu vas poser plein de questions, va t'exposer plein de problématiques. Et ensuite, quand tu vas présenter ton produit, bah, tu vas te servir de ce qu'il t'a dit. Donc, ah, bah voilà, bien sûr, vous avez un niveau de churn dans vos équipes. Vous avez plein d'équipes, enfin, vous avez 20% de vos équipes qui partent chaque année. Ah, c'est énorme. Bah, il te dit ça. Après, tu dis, bah, nous, notre logiciel, il nous permet de bien sélectionner les gens et ça vous permet de limiter le churn, de limiter le turnover de vos équipes. En fait, tu as écouté, tu parles beaucoup moins, mais tu parles sur le besoin de ton client. Et tu as complètement raison de le dire, c'est ultra important. Un commercial, c'est pas un vendeur de chaussettes. Un bon commercial, c'est pas un mec qui a juste la tchatch. C'est un mec qui est organisé, qui a envie d'aider ses clients et qui les écoute pour comprendre leurs problématiques. Mais c'est pas la vision que les gens ont des commerciaux, hein. T'imagines un mec qui a les dents qui est prêt à vendre père et mère, ou t'imagines Jean-Claude Convenant, non, qui est un peu un beauf, quoi. Ouais, je Avec comprends. tout le respect que j'ai pour lui, hein. Non, non, je comprends, je comprends. Autopromotion, si vous voulez des fiches de prospection et des choses comme ça, vous allez sur le blog System Sales. Vous allez voir, il y a plein de choses. Parenthèse fermée, excuse-moi, j'en profite, hein. Moi, je suis un tout petit, donc. Et par rapport aux outils, justement, les soft skills, je reviens sur les soft skills. Tu m'as dit, tu identifies sur les soft skills. J'ai cru comprendre que tu utilisais un outil particulier pour ça. On n'est pas obligé de le nommer parce que s'ils veulent qu'on leur fasse de la pub, ça fait déjà 2 épisodes où on en parle. Bah, ils savent où me trouver. On peut faire un peu de sponsorship, mais il y a un outil que tu utilises pour ça en particulier. Du coup, j'ai le droit de Et le nommer ou pas? bah, allez, bon, bah, Ouais, vas-y. bah, Mais on utilise un logiciel qui permet en fait, tu as 3 séries de 20 questions, enfin, pardon, tu as 3 séries de questions pendant 20 minutes. Et en fait, ça permet d'identifier, de noter une trentaine de tes traits de caractère de 1 à 10. Et ce qui est top, c'est qu'en fait, euh, dans ces traits de caractère, il y en a 3 que nous, on va rechercher pour un commercial. Le premier, c'est aime aller vers les autres. Parce qu'un commercial, s'il n'aime pas aller vers les autres, bah, du coup, il commence mal son job et il ne va pas être heureux au quotidien. Premier truc important. Le deuxième, c'est quelqu'un qui est persévérant. Parce qu'un commercial, quand tu appelles au début, bah, on va te dire non. Et un mauvais commercial va dire ah bon, tant pis. Un bon commercial, il dit ah bon, pourquoi? Bah, il va creuser en fait. Souvent, ce qu'on dit, c'est on ferme la porte, tu rentres par la fenêtre. Et le dernier trait de caractère que nous on cherche chez Rocket School, c'est des gens qui aiment le challenge. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es sales, une bonne partie de ta rémunération dépend de ton variable. Souvent, c'est 2 tiers, 1 tiers. Donc, plus tu vends, plus tu gagnes. Et typiquement, tu peux te faire des très beaux tickets, des très belles rémunérations si tu vends ultra bien. Donc, on cherche des profils qui aiment bien le challenge parce que derrière, ils sont capables de se bastonner pour aller chercher un maximum de rémunération. et ça, je pense que c'est un point. Moi, j'ai eu quelqu'un dans mon équipe qui s'ennuie, mais comme un rat mort derrière son PC au bureau. Pourquoi? Elle aime aller vers les autres, elle est persévérante et elle aime le challenge. Et je lui dis et je lui répète, pourquoi tu ne veux pas aller vers un métier de commercial? Tu as une formation d'ingénieur, tu pourrais être une excellente commerciale. Et donc, je rejoins ce que tu dis exactement. Si vous êtes ingénieur, vous êtes à l'école et vous avez ces caractéristiques-là, vous pouvez vous orienter vers des métiers de la vente.
Clairement, et derrière, si tu as fait une école d'ingénieur, ça vaut pas forcément le coup de refaire, de faire un bachelor chez Rocket, mais tu as des écoles comme Human School, que je salue au passage, qui sont super intéressantes, où en mode en 3 mois, on va t'apprendre les bases, enfin le métier de la vente. Et tu peux du coup te rajouter une corde à ton arc. Alors, c'est payant, je crois que c'est 5, 4 ou 5 000 balles, mais franchement, ça vaut le coup. Parce Hmm. que si tu rajoutes cette compétence tech, à cette compétence tech une compétence business, en plus assez pointue, c'est top, quoi. On salue François au passage, d'ailleurs. Et voilà, hop, la petite pub pour Human, c'est fait. Mais tu as raison de les citer. Moi, je trouve ça super ce qu'ils font. Et ils forment aussi en entreprise sur ces nouvelles méthodes-là. Tu fais ça toi aussi avec Rocket, un peu On le la fait un formation? petit peu, parce qu'en fait, pourquoi on le fait, c'est qu'on s'est aperçu qu'on formait nos étudiants, nos apprenants, parce que c'est de la reconversion, hein, c'est pas des études initiales, c'est 28 ans de moyenne d'âge. On les forme à des outils qui sont assez innovants. Et derrière, parfois, ils arrivent en entreprise et leurs patrons ne savent pas que ces outils existent, ne savent pas comment on vend bien dans les startups aujourd'hui. Et du coup, ils ont appris à conduire une Ferrari et ils se retrouvent dans une boîte où on leur dit, bah tiens, fais des call calls, fais des appels à froid, ce qui est un Hmm. peu conduire une Hmm. 2 chevaux, quoi. Et ils sont ultra frustrés. Mais ton manager, tu Ah peux oui, pas lui en vouloir s'il connaît pas. S'il non, connaît pas, il peut pas te piloter. Donc on c'est a un point. créé Ouais. des Ouais. formations pour faire pro pour faire ça. Elles sont sur le site. C'est Ok. pas ce qu'on vend le plus parce que c'est pas. On en vend quand même beaucoup là. Il y en a une aujourd'hui, euh, mais c'est pas notre cœur de nous. On a vraiment une envie de changer les choses au niveau sociétal, quoi. Mais pour moi, ça, c'est un autre point clé, Cyril, quand tu as fait ta présente, ça m'avait pensé. Et même au niveau du développement, du social, des réseaux sociaux, de la communication, etc., dans les entreprises, même si tu prends des jeunes entrants ou même des alternants, il faut les piloter C'est après. ça. Ouais. Et c'est la grosse difficulté. Comment tu peux piloter quelqu'un si tu sais pas ce qu'il est capable de faire? C'est pour ça qu'on a fait une formation sur une journée où on balaye, on fait plein d'exemples, on balaye un peu tout ce qu'il est possible de faire pour qu'un directeur commercial soit capable d'exploiter au maximum les capacités de nos apprenants. Et je l'ai vu même, moi, j'ai d'autres boîtes, dont une s'appelle OpenSCA qui fait de la formation informatique. En fait, au début, on avait pris des apprenants et mon associée, elle était moins à l'aise avec ces outils. Donc, du coup, finalement, elle les a laissés pendant un certain temps faire des vieilles méthodes. Et maintenant qu'on maîtrise, enfin, qu'elle maîtrise les nouvelles méthodes, ils sont beaucoup plus efficaces. Elle a beaucoup plus de facilité à bien piloter ces profils-là. Tu as une spécialité, toi, Cyril, justement, dans le gros hacking ou dans la vente en particulier? Tu te spécialises Non, dans quelque chose? non, Non. moi, je suis dans le blabla. Non, Ah mais oui, monsieur. non, 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 enfin, en vrai, moi j'adore tous ces trucs-là, j'adore toucher un petit peu à tout. Et là où je pense que je suis assez à l'aise, c'est qu'en fait, je pense que enfin, je suis animé par ce que je fais. J'adore ce que je fais, j'adore l'impact qu'on a, et du coup, je suis très à l'aise pour aller en parler partout. Donc, du coup, parfois on va à la radio, parfois on va à la télé, on fait parfois des podcasts et on échange. J'adore échanger, j'adore faire passer des messages. Mais ça, c'est depuis le début. J'étais dans l'open source, j'ai écrit plusieurs bouquins. Je suis venu dans l'éducation. Il y a un moment, tu vois, c'est dans mon ADN, il y a un truc qui fait que j'aime partager et que je trouve ça génial de partager et d'aider les gens, quoi. J'ai Ouais. pas répondu à ta question, mais je passais. T'es le roi du blabla. C'est Non, mais il ça y que a un j'ai truc qui est entendu. marrant. Moi, j'ai retenu C'est que ça, hein, et ce sera la citation non, je veux pas une citation comme ça. Ah si, si, j'ai investi chez Blablacar, alors pourquoi Ah pas. oui. Non, mais voilà, non, c'est ultra important, je pense, d'être animé par ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil activable aux gens qui veulent justement goûter un petit peu au gros hacking? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Est-ce que tu peux... Bah, alors, le growth hacking, donc c'est un peu entre le geek et le marketing. Donc, je vous donne un exemple tout bête. Euh, ça va, alors, c'est très large, hein, le growth hacking, donc, mais je suis réducteur de base. Typiquement, vous avez besoin de récupérer le listing de tous les directeurs commerciaux qui sont en Île-de-France et qui bossent dans le bâtiment. Bah, vous allez sur LinkedIn, ils apparaissent sur LinkedIn. Bon, vous avez utilisé des logiciels comme Phantom Buster pour automatiquement scraper LinkedIn et vous mettre dans un fichier Excel tout ça. Vous pouvez aussi aller sur une page où vous avez un listing, bah, vous allez faire un petit script en Python et récupérer automatiquement toutes les infos qui vous intéressent sur cette page. Et vous ne le faites pas à la main. S'il y en a 10, vous le faites à la main. S'il y en a 1000, vous ne le faites pas à la main. Donc ça, c'est un exemple tout bête. Il y a d'autres exemples dans le growth hacking. Typiquement, ça va être basé plutôt sur de la data.
Typiquement, vous allez mettre une pub sur Facebook, vous allez dépenser 1000 euros ou 100 euros. Et l'objectif, c'est de savoir combien vous avez de personnes qui cliquent sur le lien, combien de personnes, après avoir cliqué sur le lien et en arrivant sur le site, achètent le produit. Et donc, vous êtes capable de calculer le coût d'acquisition client. Donc, si vous avez mis 100 euros et que vous avez 3 personnes qui ont acheté et que vous faites 15 euros de marge, bah, ça fait 45 euros pour 100 euros dépensés, vous êtes perdant. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté très orienté data. Donc, on va faire beaucoup d'A/B testing. Donc, on teste avec une image, on teste avec une page, une landing page, donc la page d'arrivée spécifique. Et en travaillant sur la donnée, vous allez être capable du coup de savoir ce qui est le mieux. Donc, il faut aimer les tests, il faut aimer geeker un petit peu, il faut être très curieux, il faut être persévérant parce que souvent ça marche pas. Euh, et globalement, voilà un petit peu comment tester le growth hacking. Il y a un site web, une newsletter d'un site qui s'appelle Deux.io, deux.io, qui ont une newsletter que je trouve assez sympa, qui permet de voir un petit peu quelques tips. Et j'ai aussi un compte Twitter que j'aime bien. Attendez, j'essaye de le retrouver. Je crois que c'est en lien avec Audrey Burn, Audrey Tips. Audrey, ensuite Tips. J'adore ce compte parce qu'en fait, tous les jours ou toutes les semaines, vous avez plein d'infos assez opérationnelles sur les métiers du marketing et un peu de growth hacking. Donc, n'hésitez pas. Bon, Moi, au début, je me suis énormément servi de ça pour monter en compétence sur le sujet. bon bah ok, super les refs, merci beaucoup. Deux petites questions avant qu'on termine, parce que le temps passe vite. On passe un bon moment, mais il faut savoir se limiter dans la vie. Qu'est-ce qui te fait encore te lever, toi, le matin? Enfin, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est nos anciens, nos alumni qui viennent nous offrir du champagne, des cadenas. En fait, c'est l'impact que j'ai, moi, c'est de voir. On est sur de la reconversion, donc j'ai des gens qui viennent de partout. J'ai autant, comme on n'a pas de conditions de diplôme, j'ai des bac-3 comme des bac+8. Je les mets ensemble, ça crée une mayonnaise, ça leur donne de l'espoir, ils se donnent à fond et de voir leur enthousiasme, de les voir s'éclater, de les voir réussir, de les voir, enfin, se lancer ou se relancer dans la vie, dans des jobs qui sont à forte valeur ajoutée. Bah, moi, ça me donne la patate tous les jours, hein. Mais on bosse, on arrête, enfin, j'arrête pas de bosser, mais c'est tellement valorisant, c'est tellement, ça a un tel impact que c'est top, quoi. Ouais, et puis en plus, si on peut éviter l'entre-soi et justement mélanger Mmh. les, les, les Les provenances, profils, ouais. les profils, ouais, merci. Tu nous as dit que tu étais un geek dans l'âme, du coup, il va falloir que tu nous dises ton jeu vidéo préféré, ta série télé préférée, ton livre préféré. Voilà, les jeux vidéo. Alors, ça va faire un peu old school, mais mon premier jeu vidéo qui m'a grave fait kiffer à l'époque, c'était Ultima Online. Et Ultima Online, c'était un peu le précurseur de World of Warcraft, etc. C'est un des premiers jeux qui était en réseau, multijoueur, etc. Ah Sur une oui, map un peu à la Warcraft. Et j'ai passé des heures, c'était en 2000, même avant, j'ai passé tellement d'heures. À l'époque, on payait le téléphone. Mon père était désespéré de payer des notes de téléphone ahurissantes. Et j'ai adoré ce jeu-là. Ensuite, il y a les classiques, hein, Populous, SimCity. Bon, c'est des vieux jeux, j'aime bien jouer à ça. Après, j'ai joué à World of Warcraft comme tout le monde, etc. Mais bon, je joue beaucoup moins. J'avoue que c'est en termes de timing, c'est un peu plus dur. Et sinon, en termes de série, alors c'est un film, là j'ai vu Dune, là il y a pas longtemps, j'avais adoré Dune, le ah oui. bouquin, les 4000 livres qu'il y avait après. Qu'est-ce Je- que tu en as pensé alors du film? du coup, je trouvais ça sympa. Je trouvais que ça commençait bien. C'est comme, en fait, c'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, le premier, c'est long parce que tu mets en place tout. Mais après, quand tu as le 2 et puis le 3 dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est waouh, c'est parti, quoi. Donc, c'est ce que j'espère sur Dune. Le premier, je trouve qu'il est plutôt réussi. J'étais triste de voir qu'ils n'avaient pas encore commencé le deuxième. Donc, en gros, s'il arrive, c'est dans 2, 3 ans. Ouais, je crois que le Mais premier, c'est la moitié du livre 1 en plus. Donc, ouais, et puis hmm. du coup, j'ai revu Dune de 80, enfin la vieille version. Et Ah oui, avec ça, David Bowie là. ouais, ça Ouais. vieillit, hein. Ouf. Oula. Mais c'était marrant. Ok, bon bah super. On va conclure là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, merci Mathieu. Puis voilà, en fait, ce qui est peut-être pour conclure, juste de dire,
être ingénieur, c'est génial parce que ça mène à tout. Et du coup, tu peux aller vers plein d'autres métiers. Tu as appris à être cartésien, tu as appris à te débrouiller, tu as appris à être un doueur, à savoir faire les choses. Donc, c'est, je pense, une des meilleures écoles qu'on peut avoir, avec peut-être en léger bémol, comme tu disais, on nous apprend pas à nous vendre. Donc, on a les meilleurs ingénieurs français, on va faire des trucs de dingue, mais derrière, on est nul pour les présenter, on est nul pour les vendre. Et donc, on va avoir des profils un peu blabla business bullshit qui vont arriver devant nous, qui vont présenter notre boulot et qui vont prendre une grosse partie de ce qu'on a fait. Et mais ça, on peut le combattre, c'est-à-dire qu'on peut travailler pour être meilleur à présenter, pour mieux se valoriser. Et souvent, on dit il y a le savoir-être, il y a le savoir-faire, mais il y a surtout le faire savoir. Et ça, on n'est pas bon quand on est ingénieur. Et c'est très important si on veut aller loin et bien réussir d'être bon pour valoriser ce qu'on a fait. Je ne rajoute rien. Ça ne mérite que le silence. Merci beaucoup. De rien. Merci à tous. Au revoir Cyril. Salut. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles et de me laisser un commentaire. Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu informé du lancement des bundles de formation, newsletter.systemsales.fr, et surtout, partagez le podcast autour de vous. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre super interview. On y parlera de transition écologique et de capture de CO2. Ce sera en direct de Houston. À bientôt.